premiers avant-coureurs de la cérémonie de clôture de la saison sportive sont réunis. Le ministre des Sports, Narcisse Mwele-Kombi, multiplie les réunions préparatoires, tandis que PWD de Bamenda et Fovu Club de Baham affûtent leurs armes pour la finale de la Coupe du Cameroun en apothéose. Le point des préparatifs dans cette édition de FFF. Les 16 premières rencontres de la phase de groupe de la plus prestigieuse compétition du vieux continent se disputent ce mardi. Contours et enjeux des différentes affiches en fin d'émission. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce studio Croix du centre de production de Mbaladeux. Les amis, on va se régaler. On va se régaler parce qu'il y a de l'électricité sur ce plateau. J'aime bien cette émission qui s'annonce avec M. Raphaël Abouem. Et il fait partie des meubles de Foufou Foot. C'est Michel Karam qu'on ne présente plus. Raphaël Abouem, c'est une grande première dans Foufou Foot. Quel est votre premier parfum pour cette édition qui s'annonce chaude, bouillante? C'est une belle émission, raison pour laquelle j'ai accepté. Je suis parti de Douala pour venir assister parce que je pense que après le match de mardi dernier où les Lions se sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il y a eu la victoire, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'on a à redire sur cette équipe et sa façon de jouer. Michel, comment on se retrouve? Il faut parler de Coupe du Cameroun avec une affiche inédite. Mais absolument. Je pense que PWD, Fovu, bon, ils ont déjà fait la Coupe du Cameroun, mais ils ne se sont jamais rencontrés à cette phase-là. Le seul point qu'on puisse dire, c'est que avec la rupture du championnat, est-ce qu'ils seront vraiment en forme pour le faire? On le pense. Je pense qu'arriver à une finale de la Coupe du Cameroun, c'est pas donné. Il y a des joueurs qui font toute une grande carrière longue sans jamais jouer phase finale de la Coupe du Monde. Non, pardon, la Coupe du Cameroun. Donc on espère que ce sera la fête du football et qu'ils montreront qu'ils ont ce niveau-là et qu'il y aura du public, il y aura de la télévision, donc qu'ils puissent rehausser le niveau du football camerounais. Et la transition est toute trouvée. Fin de la saison sportive. Les choses se précisent à travers 2 réunions convoquées par le chef du département des sports, le professeur Narcisse Mwele-Kombi. Très attendu en apothéose, la finale de la Coupe du Cameroun qui opposera Fovu de Baham à PW de Bamenda. Faisons le point des préparatifs avec Rosalie Sofinke. Alerte fin de saison sportive 2023. Apothéose dans 6 jours avec la finale de la Coupe du Cameroun de football. Souveraineté, mobilisation des grands jours, parade majestueuse, animation folklorique. Le moment est empreint de solennité. Le stade Amadou Ahidjo est le théâtre de toutes les opérations. Dimanche 24 septembre, les 42 000 places disponibles doivent être occupées. Pour cette échéance, l'accès au stade est gratuit pour tous. Au niveau des préparatifs, nous pouvons dire que le stade Amadou Ahidjo sera prêt. Nous avons fait l'inventaire des tâches prioritaires. Je puis vous assurer que le nettoyage de l'enceinte, vu sa taille, vu sa dimension, a déjà commencé. L'aire de jeu qui est la surface dédiée aux principaux acteurs est absolument prêt à accueillir nos frères de PWD, de Bamenda et ceux qui viendront du côté de l'Ouest. Nous devons également signaler et assurer que les vestiaires et les autres salles d'hospitalité dédiées aux officiels, aux ramasseurs de balles sont absolument apprêtées. Côté animation, les préparatifs sont en cours à l'INJS. Le casting du pré-show avec les artistes est bouclé. Les échauffements pour la parade culturelle se poursuivent. Côté intermède, il y aura du nouveau avec des démonstrations de gymnastique, de Nambudo et une course de 200 mètres pour déficients visuels.
Il est question de préparer la parade, la cérémonie de clôture de la saison 2023. Et comme d'habitude, nous allons présenter plusieurs tableaux. La partie traditionnelle, patrimoniale, sauf qu'elle sera différente de ce qu'on fait d'habitude, où on va voir des acteurs non plus exclusivement en tenue traditionnelle, mais avec des tenues qui rappellent la tradition, ce qui fait l'union de notre nation. Domaine on the ball. Domaine place in. Gonji. And there is an equalizer. Equalizer. For Baham. Fovo Club de Baham et PWD de Bamenda vont assurer l'instant football. Avant cette finale, les signaux sont au vert. Les équipes sont prêtes. Quand le volet technique, tout est prêt. Donc vous allez vivre un beau spectacle et comme celui que vous avez vu à Garoua. Le public sera nombreux au stade et ce sera de l'inédit. La finale de la Coupe du Cameroun est une fête nationale. Tous les membres de l'organisation se plient en quatre pour une réjouissance commune. D'ailleurs, les enjeux politiques, stratégiques et sportifs ne sont plus approuvés. Vous savez, c'est porté à l'attention du chef de l'État. Et quand on dit chef de l'État, la cérémonie doit être grandiose et réussie. Donc c'est pour cela que nous attelons à ce qu'il y ait une bonne réussite, une bonne parade. Les aires culturelles, tout ça vont également contribuer à la fête. Ce sera une fête grandiose. La cérémonie s'annonce belle. Les premiers sons et couleurs seront dévoilés mercredi 20 septembre avec les répétitions générales à la cuvette de Mfandena. Raphaël, fin de saison sportive, la 72e édition de la clôture de la saison sportive. Une saison qui s'achève enfin, mais qui n'a jamais pris les contours dans long fleuve tranquille. Oui, on pourra dire que cette saison a été une saison très difficile. Beaucoup de conflits dans plusieurs fédérations, ce qui a pollué un peu tout l'environnement médiatique de la saison sportive. Vous savez, en principe, quand toutes les fédérations travaillent dans la sérénité, les médias sont focalisés sur les aspects sportifs et terrain. Et là, cette année, ça a été très compliqué. Nous sommes très heureux que nous arrivons à la fin pour qu'on puisse se préparer pendant cette intersaison, une saison prochaine qui sera beaucoup plus consacrée au terrain, au sport. Et je pense que tous les dirigeants des fédérations qui sont en conflit vont chacun mettre de l'eau dans son vin parce que on s'est tous rendu compte que les conflits dans les fédérations ne rendent service à personne. Au contraire, ça dessert le sportif. Donc je pense que les leçons ont été tirées et que chacun va mettre de l'eau dans son vin. Nous allons assister à l'apothéose de la finale de la Coupe du Cameroun de football qui est l'apothéose de toute la saison sportive pour toutes les fédérations. Donc dimanche, nous n'allons pas seulement assister à une belle finale de football, on va aussi assister à la remise de récompense de tous les athlètes et sportifs camerounais qui se sont illustrés durant toute la saison. Michel, le mouvement sportif qui montre ses muscles à travers, on le voit dans les préparatifs, les préparatifs qui s'annoncent grandioses. Je parle du mouvement sportif qui montre ses muscles parce que le sport, on l'a dit, on l'a répété, a cédé avec une barre d'activité socio-culturelle. Il charrie tellement d'enjeux sur le plan économique, sur le plan social. Il faudra le démontrer dimanche prochain, Michel. Absolument, parce que vous savez, une finale de Coupe du Cameroun est médiatisée. Il y aura de la presse étrangère, ce sera diffusé dans plusieurs chaînes. Donc c'est le moment de montrer ce que l'on a de meilleur, ce que l'on a de beau. Et je pense que tout le monde en est conscient et c'est pour cela que même depuis le point de vue propreté, de l'organisation, du jeu lui-même, tout ce qui est autour devrait être festif pour que l'on ait du bon moment. Parce que c'est une occasion de fête. Une occasion de fête, il faut que ce soit beau, que le spectacle soit au rendez-vous. Je peux vous garantir d'avance, les entraîneurs que je connais bien, Bep de PWD et Doubé Bosso de Fovo de Baham, c'est des entraîneurs qui aiment le beau jeu. Donc ce sera gâté, ce ne sera pas fermé du tout. J'espère qu'il y aura beaucoup de buts pour le bonheur de nombreux spectateurs. Baham espère bien accueillir Dame Coupe pour la 3e fois et faire la fierté de toute une région. Dans les hauts plateaux, c'est la grande mobilisation, comme le confirme notre correspondant Jean de Dieu Coignet. Baham, chef-lieu du département des hauts plateaux, région de l'Ouest.
a été créé en octobre 1992. Baham, c'est aussi son marché. Outre la ville, Baham comprend 16 villages, entre autres Kafo, Chénier, Mdjo, Bahok et bien d'autres. Baham, c'est son hôtel de ville, c'est sa préfecture et surtout sa chefferie supérieure, siège des institutions traditionnelles. Sur le plan touristique, Baham dispose d'un potentiel touristique à l'instar du lieu sacré de Fovu, un site plein de symboles. Fovu. Vous savez, c'est le lieu sacré, le lieu saint des Baham. Et c'est pas seulement aujourd'hui pour Baham, surtout maintenant, tu vas voir que les gens sont partis de Chang, de Bafang, de partout. Vous venez là-bas faire les sacrifices, vous venez là-bas demander leur bénédiction. Au regard de la portée spirituelle de ce lieu sacré, le club de football local porte le nom Fovu Club de Baham et finaliste de la Coupe du Cameroun. Bonsoir Raphaël, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Après cette carte postale de Baham, chef du département des Hauts-Plateaux, comment le club Fovu Club de Baham prépare cette finale de la Coupe du Cameroun? Le club des Rochers Sacrés des Hauts-Plateaux a eu une séance d'entraînement ce lundi. C'était au stade de la chefferie de Bafoussam. Allons voir comment ça se passe au sein de Fovu Club de Baham. C'est un groupe de Fovu Club de Baham, serein, qui quitte la région de l'Ouest dans l'optique de peaufiner sa dernière stratégie hors de la région. Et pour cause. Parce que vous pouvez imaginer que rester où nous sommes, honnêtement, ce n'est pas la grande concentration. Parce qu'ils rentrent chacun chez lui le soir et vous ne les contrôlez pas. Et vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont capables de faire. Pour tout le travail que nous mettons sur pied aux entraînements, le lendemain ils vont revenir certes. Mais alors, il n'est pas certain d'avoir tout ce beau monde concentré comme on l'aurait souhaité. Alors, quelques jours avant, peut-être que ce serait la bienvenue pour qu'on oublie toutes les joies et tous les plaisirs de la vie active pour rester focus sur le ballon et sur la Coupe du Cameroun. Pour cette dernière ligne droite, les joueurs se disent prêts à en découdre avec leur adversaire. On se sent vraiment très bien. C'est un plaisir de jouer une finale de Coupe du Cameroun. Donc les esprits sont éveillés, nous sommes contents. Maintenant, on attend le jour J pour expliquer ce qu'on sait faire. Pour que cela soit possible, au cours de la dernière séance d'entraînement au stade de la chefferie de Bafoussam, le coach Emmanuel Doumbé-Bosso a mis un accent sur le jeu technique et tactique. Honnêtement, pour avoir mis un accent majeur depuis que nous travaillons sur les côtés essentiellement tactique et physique, de moins en moins on insiste sur le côté physique pour reverser de plus en plus du côté technico-tactique. Aujourd'hui, nous gonflons le moral, véritablement, parce qu'on se dit qu'avec un moral fort, on est capable d'affronter toutes les éventualités. Alors, c'est vraiment ce que nous disons aux enfants, il n'y a rien de plus fort que ce qu'ils ont dans la tête. Et si c'est bien fait, ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent sur le terrain. Côté mobilisation, des dispositions sont prises pour la grande mobilisation des supporters partout dans le triangle national. Et que nous nous mobilisons tous pour être à Yaoundé, porter plus haut notre chère équipe. Il y a des gadgets déjà disponibles. Toute personne qui veut des gadgets doit entrer en contact pendant l'enregistrement, se prononcer et demander les gadgets, il aura les gadgets. Le chef supérieur Baham, au-delà des rituels organisés sur les lieux sacrés pour la victoire du Fovu Club de Baham, Sa Majesté Pokam Mars II a d'ores déjà arboré son maillot en attendant le jour dit. Fovu, on va gagner. Michel, Fovu de Baham part avec un a priori favorable, même s'il ne faut jurer de rien. Dame Coupe est tellement capricieuse. C'est vrai, je suis de Baham, mais
Le meilleur va gagner de toute manière. Ce sera une grande coupe, ça je suis sûr. Ce sera un grand match. A priori favorable, je crois que c'est du 50-50. Hein. Les deux équipes sont bien préparées. Ils sont depuis longtemps un peu en arrêt. Et je pense que chacun va se battre avec ses chances. C'est vrai que si on prend le parcours pendant le championnat, Fovo a plutôt joué le haut du tableau alors que PWD jouait le bas du tableau. Mais ça ne veut rien dire. Sur un match, tout est possible. Et je vous dis, ces deux clubs coiffés par deux bons techniciens qui savent quoi faire. Donc il y aura un grand match. Vainqueur de l'épreuve en mars 2022 et 2 fois finaliste malheureux en 1967 et en 1979, j'y étais, c'est au stade Omnisport face à Dynamo. Les Abakwa Boys entendent frapper un autre grand coup en clôture d'une saison assez terne. L'attente du côté de Bamenda dans la région du Nord-Ouest, retrouvons Emmanuel Koloko à Bamenda. Bamenda, ville de sport et plus particulièrement de football, l'heure est à la grande attente, l'attente de la clôture de la saison sportive, avec la finale de la Coupe du Cameroun en vedette, PWD de Bamenda contre Fovo de Baham. Un rendez-vous précieux pour le club mythique de la région du Nord-Ouest qui peut compter sur ses fans. Nous on attend rien que la coupe, c'est ça que nous on attend depuis PWD. Quand même, avoir le back-to-back, comme ils ont pris la dernière fois et cette fois-ci, ça va rendre fier la population. Il y a déjà une certaine mobilisation qui est déjà en train d'être faite par la région, chapeautée par le gouverneur de la région. L'équipe a déjà mis des commissions en place pour faire des mobilisations pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire déplacer les supporters de la région ici pour le championnat est terminé il y a peut-être 2-3 mois. Ça veut donc dire que les encadreurs de l'équipe doivent tenir compte de cette période de trêve afin de réaliser une performance. Mais je suis sûr que PWD, avec tous les encadreurs qui sont là-bas et les staffs administratifs, ils sont à la hauteur. La seule chose qu'un habitant de Bamenda peut s'attendre de son équipe, c'est la victoire. Et nous espérons que, comme la dernière fois, je crois en 2021, que nous rentrons avec cette coupe. La Coupe du Cameroun. PWD peut gagner 3-1 comme ça là. Je sais que tout le monde attend la victoire là. Oui, tout le monde est derrière PWD. Dans les milieux sportifs, PWD incarne le rêve camerounais, un club patient et généralement surprenant qui doit pouvoir compter sur les talents de ses joueurs pour réaliser une merveille de plus. PWD a été dans la ligue dans une position pas très favorable. Ils sont revenus. Je me dis que ça arrive. Et ils sont battus pour être maintenus en Elite One. Et ils ont toutes les chances compte tenu qu'ils ont déjà en 3 ans, ils jouent 2 finales. C'est un processus qui est lancé au niveau de PWD, qui est continu. Ils ont fait un recrutement qui est basé sur les qualités de la jeunesse. Ils ont une défense très stable, un milieu de terrain très organisé. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir se maintenir, de pouvoir prouver de quoi le Nord-Ouest est capable. Les jeunes joueurs de la région du Nord-Ouest s'identifient déjà au stade du PWD et les plus anciens savent quel effet la victoire du PWD peut provoquer dans les cœurs des supporters. Ça va encourager les jeunes, particulièrement, parce que les jeunes ici veulent quelque chose comme ça. Pour arriver, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup de sport, particulièrement le football. La population de Bamenda aime le football. Et la victoire de PWD va faire de telle manière qu'il y aura l'ambiance, toute la ville et la région entièrement. La première des choses qu'on puisse attendre de cette victoire, c'est qu'elle puisse rassembler tous les fils et filles du Nord-Ouest et même les habitants du Nord-Ouest ensemble pour ce projet qui est la victoire de PWD à la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun offrant une espèce de vitrine au niveau national et même international.
parce que je pense bien en gagnant cette coupe, ils seront qualifiés à une compétition majeure internationale. Donc pour cela, nous tous on souhaite que PWD gagne pour que ça contribue à consolider la cohésion au sein des populations du Nord-Ouest. La dernière fois, nous tous on a vécu ce qui s'est passé. Tout le monde s'est mobilisé derrière la coupe. Et je pense que cette fois-ci encore, l'esprit va être le même. Tout le monde, ça va toujours apporter une certaine joie, une certaine encore vivre ensemble, une certaine encore d'être being together derrière la coupe. Bon, il y a une certaine family reunion qui vient derrière cette coupe à chaque moment quand ça entre dans la ville. Et c'est ce que tout habitant ici souhaite. La finale se jouera sur le stade le 24 septembre, mais elle se jouera aussi à Bamenda, où les groupes de fans feront du bruit dans les espaces publics en direct de SIA TV Sport. Les attentes sont grandes face à la victoire à portée de main. Merci Manuel Koloko. Raphaël, c'est une victoire importante pour les Aquaboys parce que c'est une victoire à multiples enjeux. C'est en ça que le football a quelque chose de particulier. On a l'habitude de dire que le football est l'opium des peuples. C'est pas particulier au Cameroun, on le constate partout dans le monde. Là, quand vous avez écouté les interventions des supporters, ils ont mis l'accent sur le fait que cette victoire de PWD pourrait consolider le vivre ensemble. Et c'est en cela que le football est quelque chose de très puissant. Et nous espérons pour eux vraiment, tout en étant neutre, que le souhait de ces supporters qui va au-delà du sport, parce que leurs déclarations vont au-delà du sport. Ils disent que cette victoire va nous permettre d'avoir de la joie dans la ville, les populations vont tous se retrouver sans distinction et nous allons communier ensemble. Vous voyez, il n'y a que le football qui peut procurer ce genre de sensations, qui peut créer ce genre d'émotions et je crois que nous pouvons vivement souhaiter que PWD gagne cette finale pour que... Michel ? Pour que ce souhait qui vient d'être émis par le supporter se réalise. Parce que nous avons vraiment besoin que les habitants de Bamenda se retrouvent ensemble et vivent en harmonie comme l'a souhaité le supporter tout à l'heure. Que le meilleur gagne, c'est bien sûr la devise de la CRTV. Et CRTV Sport, la CRTV a mené bien sûr par son patron, le directeur général Charles Nongo. On reparle encore abondamment de cette Dame Coupe du Cameroun dans nos prochaines éditions et dès demain matin dans Money Sports Case qui vous offre un menu exceptionnel autour de la clôture de cette 62e édition des cérémonies de fin de saison. Et Vanessa Onana qui drive cette édition de Money Sports Case vous fait déjà saliver. Regardez. Je suis Vanessa Onana, retrouvez-moi ce mardi 19 septembre 2023 sur CRTV Sport pour notre matinale quotidienne. Je serai en compagnie de Wilson Mengolé dès 8h pour vous offrir le meilleur de l'actu sport du Cameroun et de l'étranger. Au menu de cette deuxième sortie de la semaine, la fin de saison sportive au Cameroun avec la finale de la Coupe du Cameroun de football. Bien évidemment, nous allons aussi vous parler de la fin de saison dans d'autres fédérations. Morning Sport Case de ce 19 septembre, ce sera également un zoom sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. Les Lions indomptables affrontent ce vendredi 22 septembre la sélection kenyane au stade de la Réunification à Douala. Je ne vous en dis pas plus, soyez des nôtres demain à partir de 8h sur CRTV Sport. Un grand bisou, la bise à Vanessa Onana que vous retrouverez demain matin à partir de 8h pour cette édition exceptionnelle de Moniquez qui va nous mener à cette Coupe du Cameroun qui nous attend dimanche prochain et ce match ô combien important et décisif également pour les Lions qui jouent gros vendredi prochain du côté de Douala face au Kenya. Messieurs, on va basculer dans le dur de cette édition et je vois Raphaël en train de sourire et Michel tout tendu pour parler des Lions indomptables qui ont enfin composté leur ticket de qualification pour la CAN ivoirienne en janvier prochain. Mais Dieu, que ce fut difficile. Après une première mi-temps empruntée, les Lions se sont bien repris. Les Lions qui à Garoua ont replongé dans cette ambiance populaire. Un séjour à Garoua inédit que nous reclasse IHM de CRTV Nord.
Bienvenue à Garoua, terre de football, vivier de talent. Dans cette cité capitale du Nord, que de belles expériences, mais surtout des matchs très épiques, disputés au stade Omnisport de Adia, qui ne cesse d'alimenter toutes les conversations. Il faut dire que l'affiche qui aura cristallisé toutes les attentions, c'est certainement celle opposant le Cameroun au Burundi. Je vous invite à regarder ce magazine. Gobert Sombanak de rééditer l'exploit de 2010 à Garoua face à un public euphorique. Garoua, c'est la terre de foot. Je vous ai dit dès le premier jour, on va gagner le match par 3 buts à 0. Voilà, ça s'est concrétisé. Je suis vraiment comblé de joie. Très satisfait. On était au stade. Les Burundiens voulaient dire qu'ils pouvaient agir, mais on a dit que pas ici à Garoua. Comme quand nous revenons, tu attends, ici c'est Garoua. Et quand ce mot-là, ça sort, sache que c'est ça. Je ne peux que réjouir qu'une fois de plus, les Lions d'Ontable ont prouvé qu'en Afrique, ils sont les leaders. Pour cette rencontre entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. C'est ici même que les rois de la forêt, dont le seul rescapé est le dossard numéro 10, ont décroché le ticket de qualification pour la CAN de 2012 face à la République démocratique du Congo. Who is there? Samuel Trophies inside the box. Samuel have 2 men in front of him. A drop shot from the edge of the box. Depuis l'annonce de cette rencontre décisive, comptant pour les éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, les mordus du football à Garoua et partant de tout le septentrion ont mis le chrono en marche. La frénésie s'est emparée de toute la ville haute avant l'arrivée des Lions indomptables. Accueilli à l'aéroport international de Garoua en pop star, 5 jours avant la rencontre historique, Aboubacar Vincent et ses coéquipiers sont en immersion dans une terre de football. Que ce soit lors des séances d'entraînement ou des conférences de presse entre autres, les Lions ont eu droit à un bain de foule. De nombreux curieux et principalement leurs fans sont venus communier avec eux. Nous avons plus de 1000 membres à nos jours déjà dans le fan club. Dans la ville de Garoua, nous sommes plus de 500. Ça sera de l'apothéose parce que nous allons apporter la victoire aux Lions. Nous voulons comme ça vivre le grand événement dans Garoua, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a plus connu cette grande équipe ici. C'est une joie énorme pour nous. Pendant ce temps, quelques derniers réglages sont observés au stade Omnisport de Garoua, qui dispose de l'une des meilleures pelouses dans le monde, selon les experts de la CAF. Le stade est fin prêt. Nous sommes prêts à 100%. La pelouse, c'est un tapis vert étalé. Nous avons fait tous les travaux, le nettoyage. Tout le monde est fin prêt. Toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité. Il y aura minimum 700 personnes pour la sécurité. Il y a les policiers, il y a les gendarmes, il y a la CEMIL, il y a, bref, même les volontaires, il y a même les scouts, les sapeurs-pompiers que je n'oublie pas. Tout le monde est là et c'est une force mixte qui est en train de se déployer au stade. Hors du stade, le public est aussi en phase avec les Lions et convaincu qu'ils vont véritablement mouiller le maillot. J'attends le match des Lions comme tous les Camerounais avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et j'espère la victoire comme tous les Camerounais. On a besoin de battre le Burundi 3-0. En présence du ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwele Kombi, du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils,
Des légendes du football camerounais, mais aussi des autorités administratives de la région et d'un parterre d'invités, les fans des Lions indomptables se réjouissent d'être des témoins privilégiés de ce match couperet transcrit sur une belle page de l'histoire du football camerounais à Garoua. Vous l'aurez constaté, le Nord, à l'instar des 9 autres régions que compte le Cameroun, est déterminé à poursuivre cette belle aventure entamée avec les Lions indomptables. Tous les férus du foot prédisent que le Cameroun pourra certainement rééditer l'exploit de 1984 à Abidjan en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Tous derrière les valeureux Lions pour décrocher la 6e étoile dorée. Merci à Iacham pour ce magnifique reportage et pour cette formidable assistance avant, pendant et après ce décisif Cameroun-Burundi. L'aventure va continuer, Iacham, avec bien sûr Coton Sport et pourquoi pas d'autres sélections nationales qui arriveront du côté de Garoua. Michel, 13 ans après un certain Cameroun, République démocratique du Congo, les Lions indomptables ont retrouvé le charme et la chaleur de l'accueil des populations de Garoua. Mais absolument, je crois que le choix était bien fait. Le terrain était plein, à craquer, avec bon nombre de supporters. Je crois qu'aussi avec le capitaine Aboubacar Vincent, qui est du coin, ça a dû créer vraiment cette effervescence-là. Et je pense que tout le stade était acquis pour nos Lions. Même dans les moments difficiles, ils étaient là. Et c'est ce qu'il fallait rechercher pour que ce deuxième homme puisse pousser notre équipe à la victoire. Et ça a été fait. Je pense que c'était une très très grande fête, bien réussie. Et c'est tant mieux pour nous. Raphaël, avec le régional délétable capitaine Vincent Aboubacar, natif de la ville, un séjour agréable, utile et surtout fructueux pour les Lions indomptables avant ce col de 3e catégorie qui nous attend à Abidjan dès janvier. Non, moi, je veux m'apporter la précision que Vincent Aboubacar jouait dans son quartier. Parce que le stade est situé dans son quartier, c'est-à-dire le gars, lui, jouait dans le quartier où il est né. Donc pour lui, déjà, je vais dire chapeau à la FECAFOOT d'avoir eu cette idée. Et qui était une idée à la fin géniale parce que... Des pouvoirs publics aussi pour avoir mis en place ces infrastructures. Oui, j'en viens. D'abord, ça donne une certaine image du pays. Et cette image qui est telle qu'au Cameroun, on peut aller au nord du Cameroun, il y a de la vie. La vie ne s'arrête pas dans les deux capitales, Yaoundé et Douala. C'est très important. Pour surtout, ce match est l'un des derniers matchs qui s'est joué pour cette période de FIFA. Donc, tous les médias étaient focus sur ce match et le Cameroun s'est bien vendu parce que le stade était plein, le spectacle était beau, le match était ouvert, il y a eu la sécurité, toutes les règles qui concernent la sécurité sur le plan FIFA et CAF ont été respectés. Le Cameroun a montré un visage d'un grand pays qui sait organiser les choses et qui sait aussi tenir même quand il y a un enjeu important parce que derrière toute cette organisation, cette ambiance, il faut dire qu'il y avait un enjeu important parce qu'il fallait absolument que le Cameroun se qualifie et ce n'était pas gagné d'avance. Croire justement de Brian Bemo, Christophe Ongoum et Vincent Aboubacar pour propulser les Lions indomptables dans cette CAN ivoirienne qui nous attend à partir de janvier. Mais Dieu, qu'il aura fallu attendre la seconde période du match pour voir le Cameroun faire la différence face à une surprenante équipe du Burundi. On refait le match avec Évariste Yenga. L'équipe avait les difficultés à pouvoir retrouver, n'est-ce pas, le niveau que tout le monde attendait d'eux. Ceci est dû, n'est-ce pas, à la manière dont les Burundais ont eu à jouer contre les Lions. En première mi-temps, on était absent, on n'était pas dedans. On n'a pas joué à notre niveau, c'est le niveau que tout le monde attendait. C'était pas bon. En cause, la fébrilité défensive. Oh, Rwanda, la frappe! Il est en place. Si je reviens à la situation de la défense, c'est avec beaucoup de lenteur. Au point où on se... Octobre prochain, en France, pour le match amical Cameroun-Sénégal. 3 for Cameroon and 0 for Burundi. Raphaël, sur ce match, vous connaissez la formule, c'est un peu la bouteille à moitié pleine, à moitié vide.
Alors, je dirais d'abord que la conclusion qu'on peut tirer de ce match, c'est qu'on ne gagne pas un match en jouant une mi-temps. Le Burundi a fait une excellente première mi-temps. Une excellente première mi-temps pendant laquelle le gardien André Onana a été excellent. Une première mi-temps pendant laquelle on a vu les défaillances et les manquements de nos latéraux, où on a vu le manque de cohésion, de compatibilité même, ou l'ignorance des rôles de nos milieux de terrain. Et ça a totalement fait déjouer toute l'équipe. Et je crois qu'il faut vraiment que ceux qui sont en charge de cette équipe sur le plan technique se mettent sérieusement au travail, parce que la Coupe d'Afrique qui arrive, les équipes que nous allons croiser seront un cran au-dessus du Burundi. Et je crois que ce seront des équipes qui ne viendront pas pour jouer une mi-temps. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se satisfaire de cette qualification, mais il faut quand même se dire qu'il y a quelques inquiétudes, parce que les joueurs, il y en a des bons, des talentueux, et la qualité, il y en a, l'effectif, elle est là. Je crois qu'il faut juste trouver le moyen de faire jouer ces joueurs dans les bons registres, au bon moment, en respectant le plan de jeu qui est mis et en les gardant au maximum dans la concentration de la première à la 90e minute. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est du très haut niveau et les moindres petites erreurs ne pardonnent pas. Je crois qu'il faut quand même qu'on se dise une chose. Quand on regarde l'histoire des Lions indomptables du Cameroun, le coach Karim Michel est là, il a été un Lion indomptable. Les grandes réussites et les grands moments de football de nos Lions indomptables ont été les moments où nous avons une équipe qui avait une base défensive extrêmement solide, un milieu de terrain extrêmement compétitif et une attaque prolifique. Et quand on regarde notre équipe aujourd'hui, nous avons une attaque qui est prolifique, nous avons des avant-centres qui sont extrêmement adroits. Au milieu du terrain, nous avons des joueurs qui ont du talent, mais on a l'impression que les entraîneurs font jouer des joueurs du même registre à des postes qui sont où ils ne devraient pas avoir des joueurs au même registre. Par exemple, quand on a vu Ncham, Olivier Kemel, autant pour moi, on a vu Zambouanguissa, c'est deux joueurs qui jouent au même profil, et on avait l'impression qu'on avait un seul joueur au milieu de terrain. Donc ça pose des problèmes. Et je crois que c'est à ce niveau. Moi, je ne vais pas parler de Rigaud, parce que je pense que Rigaud est à sa place. Il y a des gens qui sont à côté de lui pour faire un certain travail. Il faut qu'ils fassent leur boulot, parce que s'ils ne sont pas capables de faire le boulot pour lequel ils sont là, ils doivent partir. Parce que cette équipe-là, Rigaud, là, déjà, ça fait 2 ans. On a vu une équipe à la Coupe du Monde. Et là, maintenant, ça va bientôt faire 2 ans. Je pense qu'il est temps pour que ce staff montre ce qu'ils sont en train de vouloir faire de cette équipe, parce que pour le moment, objectivement, on n'a pas encore une réelle visibilité de comment cette équipe va jouer, parce qu'à tous les matchs, il y a du bon et du mauvais. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où cette équipe, avec l'effectif qu'ils ont, la qualité, on ne doit avoir que du bon. Donc, je pense que nous avons gagné. On félicite les joueurs, le staff, le ministre des Sports, la fédération. On félicite tous ceux qui ont travaillé autour de ce match. Mais maintenant, il faut vraiment que les gens se mettent sérieusement au travail, parce que la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire va être un moment exceptionnel de football. Le monde entier va regarder la Côte d'Ivoire. Le monde entier va regarder le Cameroun, parce que on a l'impression que la Coupe d'Afrique va se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est une belle opportunité pour les Lions indomptables de revenir au devant de la scène. Après la Coupe d'Afrique, nous avons eu la 3e place. Je pense qu'on a l'occasion de faire quelque chose d'exceptionnel en Côte d'Ivoire. Nous avons les joueurs qu'il faut. Nous avons le staff avec Rigobert Song, qui est un monument à la tête de cette équipe. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une équipe qui nous produise un football exceptionnel pendant la Coupe d'Afrique. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Le salut par le jeu. Nous repartons à Abidjan en 84, là où tout a commencé avec ce premier sac. Et c'est un consultant de Fofofo sur la place parisienne qui est signalé dans notre préselect. C'est un ami de 20 ans, Naïm Niolet, qui nous fait l'amitié de nous prêter son expertise encore ce soir. Mon cher Naïm, bonsoir, comment allez-vous?
Bonjour Raphaël, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas si mal que ça, Naïb. Naïb, nous sommes engagés comme ça depuis une vingtaine de minutes dans un débrief de ce match irrécirable. Première mi-temps où il y a une grosse chaleur entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite. Et Raphaël soulignait tout à l'heure des matchs qui s'est joué en une mi-temps, la seconde, plus aboutie, après une première période très empruntée, Naïb. Oula, Michel. Est-ce qu'il n'est pas un peu clos sévère, l'ami Naïb? Le Cameroun est allé chercher et cette qualif avec un bloc qui est remonté, ce contre Plessine, il était payant. On a poussé cette équipe burundaise à la faute. Bon, disons d'entrée de jeu, ils nous ont surpris les Burundais parce qu'on venait en pensant qu'ils joueraient le contre. Donc ils joueraient bloc bas et on pourrait se permettre de mettre 4 attaquants. Ce qu'on a fait, et ça nous a coûté énormément. Parce que les 4 à la fois, qui n'avaient aucune action sur le plan défensif, ont isolé le milieu à 2 personnes qui ont souffert énormément. Si bien qu'on peut se le dire que face à une grosse équipe, on ne pourrait pas aligner ces mêmes 4-là qui ont joué l'autre jour. Il manque une personne au moins. C'est votre théorie qui est battue en brèche pendant longtemps. Michel, vous avez prôné ce tacle offensif pendant longtemps sur cette antenne. Je vais bien vous expliquer. Le 4-2-3, ne nous trompons pas. J'ai bien dit à chaque fois que les 2 extérieurs que vous mettez, je n'ai pas mis des noms, c'est des gars qui doivent, quand on n'a pas le ballon, revenir dans le milieu, défendre. C'est obligé. Si vous ne revenez pas, vous condamnez ceux du milieu à jouer à 2. Donc il faut absolument dans ce système-là que les 2 extérieurs puissent jouer leur rôle défensif à fond. Maintenant, si le gars qui est sur le côté n'a pas le pouvoir pour le faire, vous ne le mettez pas, vous mettez quelqu'un d'autre. Donc c'est un choix. Mais c'est des rôles qui doivent être dits à ces joueurs-là. C'est des professionnels, juste ceux qui le savent. Et s'ils acceptent de jouer à ces postes-là, ils ne le font pas. C'est parce qu'ils peut-être ils n'ont pas le coffre pour le faire, mais c'est à l'entraîneur de le voir et de les remplacer. Ça, c'est obligé. Mais je vous dis encore que les 4 qu'on a fait jouer au même moment, les mêmes 4-là, ne peuvent pas jouer des grands matchs, tous les 4-là ensemble, parce qu'ils n'ont pas le coffre pour jouer leur rôle défensif. À ce moment-là, il faudrait mettre un milieu, offensif peut-être. Là, il veut peut-être contredire beaucoup de monde en disant que moi, Zambo Anguissa a le potentiel pour jouer plus haut. Si vous mettez un 4-3-3 avec une pointe haute et qui joue plus haut, on mettra un derrière eux pour qu'il y ait 2 défensifs. Mais quand vous attendez le défensif là, potentiel pour jouer plus haut. Si vous mettez un 4-3-3 avec une pointe haute et qui joue plus haut, on mettra un derrière eux pour qu'il y ait 2 défensifs. Mais quand vous attendez le défensif là, c'est des gars qui, quand on a le ballon, jouent. C'est-à-dire qu'ils vont vers l'avant quand ils ont le ballon, ils font du box to box, l'un après l'autre. Mais celui qui est devant Zambo, comme il a du coffre, il peut aller à gauche, aller à droite, prendre, remettre. Vous voyez que ça pose maintenant le problème de jouer les 2 devant là, ensemble ou pas. Ou bien il faudrait qu'un des 2 joue à gauche. Je ne vous coupe pas. J'ai eu le privilège et la chance d'assister à la mise en place de l'ami Rigo. C'est ça le principe de départ. Rigo avec un Zambo Anguissa qui se projette également. Tout comme Kemen qui devait jouer ce rôle de suie-glace. On a eu des problèmes, vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de l'animation. Peut-être pas cette équipe des Hirondelles nous a fait déjouer avec ce bloc qui était médian. Je répète encore, on joue l'un contre l'autre. Ils nous ont contré au départ. Mais quand on récupère le ballon, nous, et qu'on sort, il faut aussi les presser haut. Ce qu'on appelle le contre-pressing, c'est-à-dire quand vous perdez le ballon, vous ne reculez pas, vous restez sur eux, vous jouez aussi dans leur camp. Mais on a accepté la domination en restant chez nous. Puis autre chose, je vous le répète encore, si notre milieu doit jouer, il faut 3 bons joueurs de milieu qui bougent entre eux, jouent et donnent et partent. C'est pour ça que je donne cette solution de Zambo plus haut et 2 autres peut-être que même avec un autre milieu pour que ça fasse un milieu qui joue. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, Abouakar, Vincent qui est en pointe, il fera donc Mbomo qui a cimenté un peu sa place à droite, il reste qu'une place à gauche pour tout le reste. Si on prend ce schéma-là. Mais ça devrait se jouer. Mais maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Que nos latéraux doivent construire, demander le ballon pour partir. Le latéral n'est pas là seulement pour regarder. Quand on a le ballon, ils doivent sortir de première relance pour monter. Aussi bien, je ne sais pas pourquoi on interdirait dans notre défense centrale ou notre milieu là, que l'on ressort le ballon tranquillement en jouant comme on va jouer au football. On ne peut pas se priver alors qu'on a une personne supplémentaire de ne pas ressortir proprement le ballon, aller à gauche, à droite, perforer et remonter. Donc c'est ça qu'il faut faire. Créons du jeu en sortant le ballon proprement de derrière et que nos latéraux jouent leur rôle à fond, aussi bien que nos milieux défensifs qui jouent. C'est tout un tout. Mais je le répète encore, pour conclure, on ne pouvait pas se permettre de jouer avec 4 attaquants. Du coup, on a été avalé parce que nos 2 extérieurs, sur le plan défensif, n'apportaient pas et que Choupo, de temps en temps,
décrochait, mais n'avait pas le coffre qu'il avait avant la Coupe du Monde pour aller à gauche, à droite. C'est ça le véritable problème. C'est pour ça que je dis que si Zambou monte un peu plus d'un cran, il s'est marqué, il sait se promener à gauche, à droite, puis on mettrait un relayeur derrière avec Keman qui joue bien, et ça ferait donc qu'il y ait un milieu qui peut jouer et qui peut tenir. Et ça ferait vraiment le bloc, à mon avis. On n'a pas fini d'épiloguer sur les leçons de cette première victoire des Lions indomptables à domicile sous l'ère Rigobert Song. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aurait-on pu mieux faire? Je vous propose un commentaire à ce sujet. La première mi-temps a été un peu difficile parce qu'en face aussi, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Alors, nos joueurs, ils étaient un peu sous pression. Ils avaient tellement envie de bien faire, mais il fallait trouver un bon moment pour qu'ils soient déstressés et de pouvoir faire la différence. Et en deuxième mi-temps, je leur ai dit de se libérer tout simplement et de prendre confiance en eux et d'essayer d'être encore plus mobiles. Parce qu'en première mi-temps, on a vu que sur le plan offensif, ils étaient un peu très statiques. J'ai demandé aux attaquants de bouger encore plus et d'essayer d'être encore plus agressifs et déterminants dans toutes les occasions qu'ils avaient eues. Et que, bon, le football, c'est mental. Donc, ils l'ont fait. On a vu tout de suite qu'à l'entrée de la deuxième mi-temps, ils ont fait. Et ils ont marqué et ça a libéré. Ils ont été libérés. Pour rugir dès l'entame, à travers un brillant Christopher Houm, à l'absence de Castelletto. Non, on a la chance au Cameroun d'avoir le choix dans les défenseurs centraux et je pense que c'est une bonne chose. Après, le sélectionneur Rigo fera ses choix en fonction des blessures, de la forme des uns et des autres. Mais je pense qu'avant la CAN, il réussira à sortir 2 titulaires en fonction de la complémentarité, en fonction de l'expérience, en fonction de l'impact dans les duels, en fonction de la relance. Je pense que aujourd'hui, certes, il y a eu beaucoup de remaniements au niveau de la défense centrale. Je pense qu'il va être obligé de se stabiliser et faire le choix sur la continuité. Rigo, il y a du travail d'ici la CAN en janvier. Raphaël Abouem, on était dans les chantiers qui attendent la sélection nationale. Au nombre de ce chantier, c'est la définition d'un système de jeu clair, visible. Alors, je crois que, monsieur Raphaël Nkoa, vous avez bien résumé la situation du match et même vous avez émis des propositions de solutions aux problèmes auxquels on fait face. Mais moi, je pense que ce qui m'a le plus inquiété et qui m'inquiète, c'est le manque de réaction des entraîneurs. Comme le coach Karam l'a dit, on peut partir avec une idée et un schéma de jeu avant un match par rapport à un adversaire. Mais quand le match commence, on se rend compte qu'on a des difficultés et que l'équipe adverse nous a déjoué nos plans et nous propose un autre schéma. Il faut tout de suite qu'il y ait une réaction du staff technique. Et moi, j'estime que 45 minutes, ça a été trop long. On a suffoqué. Et je peux vous dire, quand vous regardez le match, s'il n'y a pas un excellent Andro Nana, on sort de la première mi-temps avec 3-0 et il n'y a rien à redire. Et en deuxième mi-temps, je crois que le match, il est plié. Donc, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut que ceux qui travaillent autour de cette équipe nationale sur le plan technique fassent vraiment le point, parce que pour moi, au bout des 15 premières minutes, il y avait déjà quelque chose à ajuster. Il n'y a pas eu de réaction du staff technique, parce que les joueurs sur le banc de touche, qui pouvaient apporter des solutions de recharge et permettre de donner un nouveau souffle, une autre animation à cette équipe. Sur le banc de touche, il y en avait. C'est ça même qui nous inquiète le plus, parce qu'on peut même dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a un problème des riches. C'est-à-dire que les joueurs, nous en avons, les joueurs de qualité à tous les postes. Maintenant, il faut les faire jouer au bon moment avec la bonne animation.
On repart du côté de Paris. Il nous attend notre consultant permanent. C'est Naïb Mlionlen. Naïb, nous avons engagé avec Michel et Raphaël un débat sur cette option très offensive des Rigaud que l'on peut comprendre, même si dans les analyses d'après-match, on a relativisé. C'est de jouer avec 4 offensifs et on a vu que cette équipe du Burundi, les Hirondelles, ils nous ont fait déjouer rapidement avec ce bloc qui est monté très haut et les difficultés à l'allumage peuvent s'expliquer par le système mis en place par cette équipe du Burundi, Naïb. On parle beaucoup de cette première mi-temps difficile, empruntée, compliquée. Est-ce que finalement, c'est un joueur qui n'était pas à niveau, qui ont plombé, par exemple, tout le collectif dans cette première mi-temps? C'est vrai que les flancs n'ont pas marché, tout le monde le dit, que sur le côté, ça n'a pas donné, surtout sur le plan offensif, même défensif, ça n'a pas donné l'apport ou l'animation que l'on souhaitait. Mais je répète encore, tout le monde s'est planté pour vouloir mettre les 4 attaquants, non pas sur le plan défensif, jouer leur rôle défensif, ce qui a premier rideau défensif. Fait souffrir le rideau défensif. Moi, je pense que l'entraîneur aujourd'hui a tiré des bonnes leçons là-dessus. Je le répète encore, on ne peut pas, je ne pense pas qu'on alignera encore les 4 non là au même moment. Dans un match, ce sera très compliqué parce qu'il n'y arrive pas. Il faut au milieu au moins 3 personnes, pas 2, pour pouvoir contrer l'adversaire. Mais, je le dis encore, on pensait en début de match que cette équipe burundaise jouerait d'abord en contre, se mettrait derrière. Et on a pensé tout ce qu'on pouvait mettre 4 et avancer. Donc vous savez aussi, changer au bout d'un quart d'heure. Il faut regarder la CRTV dans l'émission d'éveil. Nous étions au stade Rumde Adja en plongée. Nous avons eu la chance et un privilège énorme, donc les règles même de la Confédération africaine de football, de regarder la mise en place tactique. On a dit, on a répété, nous étions avec Joe et Lucien Metomon. C'était clair et net qu'ils allaient remonter le bloc. On a répété que cette équipe va partir à l'abordage. La preuve, il faut regarder la CRTV de temps en temps. Bon, simplement, ils nous ont pris dans ce piège-là, puis on n'a pas pu surréagir tout de suite. Dieu merci, on a été sauvés, mais ça fait partie du jeu aussi. Vous savez, l'entraîneur, parfois, pense être patient. Et je pense que, je prends certains cas, vous voyez, Aboubacar Vincent, certains auraient pensé que parce qu'il a souffert pendant le match, il fallait le remplacer. Il a laissé, il a continué, vous voyez, dès qu'il a une occasion claire, c'est dedans. Moi, je pense que le problème est ailleurs. Je le répète encore, moi, je ferais monter Zambo d'un cran un peu devant parce que lui, il a la carrure pour courir partout organisé. Un autre milieu avec Kemen qui jouerait là, et devant, il resterait donc 3 places pour 3 attaquants. Vous allez voir que ça va se régler tout seul. Mais maintenant, l'entraîneur doit avoir le droit, il dit à certains joueurs, quel que soit leur galon, vous pouvez jouer une mi-temps, pour X ou telle raison, on vous met comme ceci, et ça tiendrait la route. Mais c'est une question d'entendre, de comprendre qu'il faut qu'on équilibre notre équipe pour que sur le plan défensif, on ne soit pas totalement absent, comme on l'a essayé contre le Burundi. C'est vrai qu'il nous manquait des personnes. Je dis encore que, sur le côté, tout le monde l'a dit, c'est le moment maintenant de faire jouer les jeunes. Le jeune Diato, qui part, qui revient. Parce que le couloir, c'est parti, et vous revenez, et vous créez des problèmes à l'adversaire qui est obligé aussi de reculer. Et ça, c'est du donnant-donnant. Donc vous prenez un coup, vous en donnez aussi à l'adversaire. Mais si vous n'en donnez pas, alors il vous accule pendant longtemps. Il va y avoir des matchs qui vont arriver là-bas. Il faut qu'on ose un peu de donner du temps de jeu à certains jeunes-là pour qu'ils apportent tout leur allant, toute leur force pour que l'on voit ce que ça va donner. Mais je répète encore, l'entraîneur a bien suggéré son match. Vous voyez, on parle de Mouet comme il est tantôt là. Mais lui, quand il a vu que c'était 2-0 déjà, il a fait rentrer pour fermer. Au lieu de donner la place peut-être à un jeune là, je ne sais pas lequel là, pour qu'il se fait, il a fait la sécurité. Il voulait se qualifier. C'est mission accomplie. Mais je suis sûr qu'il a pris des bonnes notes. Mais je le répète encore, le gros problème pour l'entraîneur aujourd'hui, ce sera de pouvoir voir nos cadors là et dire à quelqu'un d'entre eux, il va falloir attendre un peu pour que l'autre joue. Mais ça, c'est l'entraîneur à négocier avec des joueurs qui aujourd'hui ont peut-être peu de temps de jeu, qui n'ont pas le rythme qu'on leur connaît, et de pas seulement aligner à cause du nom, mais à cause du rendement, parce qu'ils peuvent encore courir pour remplir les exigences de certains postes. Et ça, on en a besoin, et je vous assure, tout le monde a vu, et je suis persuadé que l'entraîneur l'a aussi noté. Pour qu'on aille faire ça à Abidjan, il faudra une équipe solide où tous les postes sont pris, et pris par des gens qui remplissent leur rôle sur le plan offensif, mais comme défensif. Quand on parle de Mbomo, vous voyez, Mbomo n'a aucun problème aujourd'hui. Il a couvert, il revient, il part. Il y a des postes qui sont sécurisés, il y en a qui ne le sont pas encore. C'est à ce moment-là qu'on aura la grande équipe, quand il n'y aura pas
de tout, entre guillemets, dans notre 11. Michel, on aura l'occasion de reparler abondamment avec votre mise en place qui va intervenir, mise en place tactique qui va intervenir dans quelques instants. Le temps de repartir du côté de Paris nous attend Naïb Miolole. Naïb, et finalement, quels sont les freins qui brident le plein épanouissement du 11 national, Naïb? Naïb, je voudrais vous rassurer, peut-être que vu de Paris, certaines échos qui parviennent à Paris font état d'une situation un peu polluée. Non, tout est rentré dans l'ordre. Et ce que l'on a vu du côté des Garois, il y avait une grande ferveur, la flamme a été réanimée sur autour de la sélection et le président de la Fédération camerounaise de football, il était une partie importante dans cette victoire et attend ce retour de flamme. Il faut relativiser un certain nombre de choses. À 5000 km à Paris, on peut comprendre qu'un certain nombre de choses se disent pas toujours aussi vrai. Je regarde du côté de notre préselect, c'est la belle Gaël Moudjo qui est positionnée du côté de Bonabéry à Douala, avec un ancien Lion indomptable. Petit devinette à Raphaël, il était un joueur décisif lors de ce Cameroun-Angleterre en 1990. Le nom? Eugène Ekeke. Bien joué, bien joué. Et on repart du côté de Douala, c'est à Bonabéry. On retrouve Gaël Moudjo-Dedi. Bonsoir Gaël, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, bienvenue sur les berges de Vouré. Eh bien, nous sommes de retour à Douala après les émotions fortes de la rencontre face au Burundi à Garoua. Nous sommes de retour et nous allons essayer de refaire cette rencontre, parler des questions techniques avec Eugène Ekeke, la légende des Lions indomptables que vous connaissez très bien, qui va nous partager avec nous sa vision technique de cette rencontre de Garoua. Bonjour Eugène. Bonjour Gaël, bonjour Raph. Alors Eugène Ekeke, comment vous expliquez cette première période particulièrement crispée? J'ai été malheureusement surpris de voir que le Burundi est devenu le Brésil chez nous pendant 45 minutes. D'une aisance. J'ai du mal à l'expliquer. Parce que d'abord, nous avons des joueurs d'expérience qui sont des habitués de haut niveau. Dans le haut niveau, on ne peut pas jouer sans agressivité. Ces joueurs le font dans leur club. La preuve même ici, ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait un peu en deuxième mi-temps. Alors... ce que je ne comprends pas, c'est ce manque d'activation, ce manque d'agressivité. Pourtant, il se passe que quand on revient pour la seconde période, tout est complètement changé. Le coach, sélectionneur, manager n'a pas fait de remplacement. Il n'y a pas eu de changement tactique. On a toujours 4 attaquants et 2 milieux. Pourtant, la seconde période est complètement différente. Ce n'était pas un problème tactique, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'état d'esprit. Et il faut d'ailleurs aussi, il faut quand même mettre un petit bémol sur cette deuxième mi-temps. Elle était nettement meilleure que la première, mais ce n'était pas non plus le summum. C'était le match de qualification chez nous à Yaoundé. Pas le match de la 3e place. Oui. Il faut que le Burkina Faso nous marque 2 buts. Mais ou au Cameroun, c'est-à-dire que les gens commencent à sortir du stade et qu'après il y a une réaction. Bon, ils ont été valeureux après. C'est-à-dire que ce match, le scénario, après, ils se sont réconciliés avec le public parce que la situation dans laquelle on est, renversée, il fallait avoir des qualités mentales. Donc ces qualités peuvent être là si on les active. Et ils en ont les moyens. L'Algérie, il a fallu qu'à la dernière minute, ça se passe comme ça s'est passé. Bon, arrêtons de jouer avec ça, soyons plus dans la situation d'un élève qui a bien préparé, qui a passé une bonne année scolaire, qui a bien appris ses leçons et qui arrive sur le jour de l'examen, les parents en étant un peu plus sûrs. Bon, maintenant... de manière responsable, je ne peux pas dire que cette équipe n'est pas taillée pour gagner la CAN. De manière responsable, je ne peux pas le dire. Parce que mon vœu est qu'en Côte d'Ivoire, nous gagnons cette CAN. Bon, maintenant, ce que moi je peux dire en tant que technicien, nous avons du travail à faire, il faut travailler. Merci infiniment, Eugène Ekeke. Vous avez tenu là des paroles très fortes. Il faut qu'on soit capable d'activer, de bien démarrer les rencontres. Il faut qu'on ait plus d'engagement, plus d'agressivité dans le jeu. Eh bien, il nous reste quelques mois avant Abidjan, ce sera en janvier. On espère que tout sera fait dans ce sens, qu'on analysera froidement et qu'on fera le travail pour que les Lions aillent décrocher cet autre trophée du côté d'Abidjan. Merci infiniment, Raphaël, de nous avoir suivis ici à Douala pour un peu refaire ce match face au Burundi à Garoua. À très bientôt.
Merci Gaël et la bise. Gaël qu'on devrait pouvoir retrouver vendredi dans ce match important pour les Lions indomptables en route vers la CAN Maroc 2024. La CAN féminine bien sûr. Raël Moudjoudeti qui sera au commentaire avec Nana Walter. Nous serons en place du côté du stade de la Réunification à partir de 18h depuis nos studios TV du stade de la Réunification de Bepanda. Le match sera bien sûr gravé dans nos studios TV par Monique Félicité Tchien et Amy Banda. Michel, rapidement, nous sommes préparés contraintes d'étape. On va schématiser un peu ce manque de latéralité ou cette latéralité qui a fait défaut au jeu camerounais lors de ce Cameroun-Burundi. Est-ce qu'on peut décrypter ça sur notre tableau magique? Ok, Raphaël. Le principe dans cette organisation, c'est qu'on soit maître du jeu dans le milieu de terrain. Je le répète encore, quand vous jouez avec 4 défenseurs, 2 milieux de terrain, et là, vous mettez, comme on a fait là, 4 attaquants, ou bien un qui joue en soutien là, si les 4 jouent comme ceci, et que là, vous abandonnez le milieu à 2 personnes uniquement, aux 2 là, ils vont être absorbés parce qu'ils seront peut-être à 2 contre 3, sinon plus. Donc c'est important, quand on n'a pas le ballon, que l'un des milieux revienne, ou bien l'autre, que l'on revienne pour refermer bien pour qu'il y ait du monde dans le milieu de terrain. Ou bien celui-là, le 10 qui revient aussi dans le milieu. C'est dans cette zone qu'on a perdu la bataille. Parce que nos 2 récupérateurs étaient abandonnés à eux-mêmes en premier mi-temps. Mais je le répète encore, on a pensé bien faire en mettant 4 attaquants, en se disant, bon, on va les prendre, ils vont jouer défensivement, puis on aura de la place dans les espaces pour pouvoir jouer. Ils ont fait l'inverse, ils nous ont poussés, et on s'est retrouvé à jouer bloc bas, ce qu'on n'avait pas souhaité. Mais ce qu'on nous reproche, c'est que pendant qu'ils nous poussent à jouer bloc bas, dès qu'on sort le ballon, il faut essayer d'aller contrer là où on a perdu le ballon, d'être plus agressif. C'est ce que Eugène dit là, de faire ce qu'ils apportent, ce qu'on appelle le contre-pressing. C'est-à-dire que vous perdez, vous essayez à l'endroit haut de pouvoir presser l'adversaire et essayer de jouer plus haut pour récupérer le ballon. Ce qu'on n'a pas osé faire en premier mi-temps. On a essayé, on n'a même pas fait, on laissait partir le ballon puis ça revenait tranquillement. Maintenant, il faut que l'on trouve moyen de construire notre jeu en partant depuis l'arrière. Même s'ils sont 2 ou 3 qu'on utilise par des passes dans les intervalles à ressortir proprement le ballon pour le jouer devant. Si on n'a pas dans conscience de construire le jeu, de faire du jeu, on ne peut pas faire du beau jeu. Il faut que notre milieu joue. Maintenant, je vous le répète encore, les latéraux dans le football moderne, c'est des constructeurs, c'est des gens qui percutent, qui vont vers l'avant, qui jouent, qui animent le jeu dans les côtés. Donc, si on ne le fait pas déjà de tous les 2 côtés, on sait que nous, Tolo, sa force, c'est défensif. Donc, il reste, mais on ne peut pas avoir dans les 2 côtés des latéraux qui ne montent pas, qui ne participent pas au jeu offensif. Ça nous diminue énormément. Je pense que là où on a des gros problèmes aujourd'hui, à mon avis, c'est beaucoup plus dans le milieu là de mettre on a déjà Michel Kemen et l'autre, de mettre un 3e pour que le milieu soit fourni. C'est ce 3e joueur de milieu qu'il faut, et maintenant, nous mettre des latéraux qui ont du coffre pour pouvoir partir et revenir, et on aura un début de problème. Moi, je suis sûr qu'on aura résolu le problème. Bemo à droite, il n'y a aucun problème. Mais, comme je disais là pour conclure, il faudrait qu'on arrive à comprendre si on peut faire jouer Aboubakar et Choupo en même temps, dans ce niveau-là, ce serait un peu compliqué. Choupo, en Coupe du Monde, avait tout le coffre pour faire les allers-retours et il pouvait faire ce rôle-là. Donc, si le rendement diminue sur le plan de la course, il faut pouvoir faire un choix et alterner pour qu'on puisse respirer. Parce que le football, c'est un tout. Si vous avez des points où ça ne donne pas comme il se doit, alors forcément, on va faiblir, alors qu'on n'a pas une mauvaise équipe. Mais vous allez voir que tout marche au mental. Moi, je suis persuadé que l'entraîneur leur a dit la même chose en lieu de match. Mais ils ont été surpris. Et en seconde mi-temps, je rappelle pour avoir assisté Michel à cette mi-temps, Rigo a sorti un système. C'est un système baptisé par les Lions indomptables eux-mêmes, système en parapluie, pour évoquer bien sûr, pour parler de votre contre-pressing, c'est Gegenpressing. Les Lions indomptables terminent donc cette phase éliminatoire en tête de leur groupe devant la Namibie et le Burundi avec 2 victoires, 1 défaite et un match nul. Au-delà des 7 points enregistrés, il y a le bilan individuel de chaque joueur utilisé par Rigobert Song lors des 4 matchs de qualification. Suivrons ce tableau de bord des Lions indomptables avec Wilfried Koto. En 4 matchs de phase éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song Bahanak, a utilisé un total de 29 joueurs. Dans ce cercle, 27. Impossible.
En 4 matchs de phase éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song-Bahanak, a utilisé un total de 29 joueurs. Dans ce cercle, 27 expatriés et 2 joueurs locaux, Eta Bawak et Emmanuel Mahop. Les joueurs ayant eu le plus grand temps de jeu, Nou Tolo, il a livré tous les matchs dans leur intégralité sur son flanc gauche. C'est l'unique à l'avoir fait dans cette opération qualification CAN 2023. Juste derrière Nou Tolo, Franck Zambouanguissa, 4 matchs joués, 4 titularisations. Temps de jeu moyen, joueur à 3 titularisations, Vincent Boubacar, Jean-Charles Castelletto, Moumine Gamaleu et Brian Bemo. Les petits temps de jeu, joueurs à 2 titularisations, Eric Maxime Choupo-Moting, Ignatius Ganago, Karl Toko Ekambi, Christopher Wo, Olivier Kemen. Très petit temps de jeu, des joueurs à 1 titularisation, Faye Collins, Michael Ngade-Gadui, Omgwet, Jérôme Malcolm Bokele, Olivier Ntiam, Nicolas Nkoulou, Koundé Pierre Malon, Eta Bawak, Harold Moukoudi, Olivier Mbazo. Ils n'ont pas été intégrés dans le 11 entrant. Tout de même, ils ont livré des matchs de cette phase éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Emmanuel Mahop, Jérôme Gambekeli, Omar Gonzalez, Martin Onla, Lian Tawamba, Clinton Dié et Gaël Ondoa. Dans le cercle des buteurs de cette phase éliminatoire de la CAN, 4 joueurs. Le meilleur buteur, Vincent Boubacar, 2 buts marqués. Un trio de passeurs décisifs. Moumine Gamaleu, Jean-Charles Castelletto, Pierre Koundé Malon, une passe décisive chacun. Raphaël Abouem, au regard de ce tableau de bord des joueurs de la sélection nationale, une colonne vertébrale se dégage clairement. Il faut bâtir là-dessus pour cette CAN ivoirienne qui nous attend. Oui, je crois que, cher Raphaël, comme vous disiez tout à l'heure, le problème aujourd'hui n'est pas le problème de la qualité des joueurs. Les joueurs de qualité, nous en avons. Les joueurs de talent, nous en avons. Les joueurs d'expérience, nous en avons. Est-ce que nous avons une équipe pour prétendre gagner la prochaine CAN en Coupe d'Ivoire? Oui. Mais, comme le coach l'a si bien démontré, c'est l'animation et le choix des hommes qui va déterminer la qualité de la compétition que nous allons réaliser. Et ça, c'est le travail du staff technique et du sélectionneur. Donc je crois que nous, on n'a pas d'inquiétude. En tant que supporters et observateurs, nous, on n'a pas d'inquiétude. Maintenant, on demande juste au staff de faire son job, parce que le talent, il y en a. Et il y a Naïf qui m'en souffle à l'oreille, que Naïf veut solder ce débat technico-tactique qui nous oppose sur cette option très offensive de Rigo avec 4 offensifs. Il a un regard là-dessus. Naïf, à votre avis, le Cameroun peut se permettre de jouer avec 4 offensifs en janvier prochain, avec 4 offensifs dans la CAN ivoirienne qui nous attend, CAN ô combien difficile? Naïb, on va libérer Naïb parce qu'on va accélérer sur cette CAN ivoirienne avec tous les monstres sacrés du football africain qui seront présents. Naïb, merci. On en reparle après l'émission au niveau des réseaux sociaux. Naïb, merci et à très vite. Merci à vous, à bientôt. Merci Naïb pour cette expertise. Naïb, restez droit dans ses bottes. Tous les 24 qualifiés de cette CAN Côte d'Ivoire 2023 sont désormais connus. Les cadors du continent sont présents à cette 34e édition, tout comme quelques puissantes émergentes du football africain et quelques petits poussés aux grandes ambitions. Entre favoris et outsider, voici le parcours que graisse Colin Simbiama. La victoire 3-0 des Lions. Les Lions indomptables retrouveront 40 ans après la terre où ils ont été sacrés pour la première fois. Théophile Abega reçoit l'accolade du président de la République qui va lui remettre maintenant la coupe de l'unité africaine. Avant les sacres de 1988, 2000, 2002 et 2017. Autre prétendant historique, l'Égypte. Les pharaons sont l'ogre de la compétition. Ils ont le plus grand nombre de participations, 26,
Ils sont également les plus capés avec 7 titres glanés. Leur fameux triplé en 2006, 2008 et 2010 a marqué les esprits. Le groupe dirigé par Rui Victoria depuis juillet 2022 s'est qualifié à la 5e journée après une victoire contre la Guinée. La défaite contre l'Éthiopie lors de la 2e journée a juste ralenti Mohamed Salah et ses coéquipiers. Les Black Stars seront eux aussi de la partie au forceps. Une victoire 2-1 lors de la dernière journée contre la République centrafricaine et les voilà en route pour leur 10e CAN d'affilée, la 24e de leur histoire. Le Ghana pèse 4 titres. Le dernier date de 1982, une éternité. Depuis, les Black Stars ont perdu 3 finales, dont la dernière en 2015. Chris Hughton va conduire une équipe qui n'y arrive plus, mais reste une valeur sûre du continent. Une valeur sûre comme le Nigeria. Les Super Eagles volent vers leur 20e CAN. Les triples champions d'Afrique rongent leurs freins depuis la 3e étoile brodée en 2013. José Peseiro pourra s'appuyer sur une attaque de feu conduite par Victor Osimhen, meilleur buteur des éliminatoires. Sur le papier, 2 équipes de Lyon suscitent de grosses attentes. Les Lions de l'Atlas du Maroc sont les premiers à se qualifier sur le terrain grâce à 2 victoires d'entrée dans un groupe à 3. Sur la finale au Cameroun, l'équipe entraînée par Walid Regragui a un bel effectif avec Yassine Bounou, Sofiane Amrabat et Youssef Nesseri en colonne vertébrale. De quoi espérer gagner la CAN une 2e fois après 48 ans. Le seul trophée du Maroc a été remporté en 1976. C'est qui n'a pas tremblé dans les qualifs. Le Sénégal va jouer une 17e CAN et c'est déjà comment on en gagne une. La Côte d'Ivoire, elle, en a gagné 2. La dernière en 2015. C'est surtout le pays organisateur 40 ans après. Les éléphants peuvent être considérés comme favoris du fait de leur effectif, avec entre autres Franck Kessié, Sébastien Haller et l'expérimenté Max Gradel, tous conduits par Jean-Louis Gasset. L'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, compte 2 Coupes d'Afrique des Nations. Comme la Côte d'Ivoire, elle peut être considérée comme étant à cheval entre la posture de favori et celle de outsider. Si les Fennecs de Jamel Belmadi ont facilement obtenu le droit de disputer leur 20e CAN, ils restent sur une CAN ratée au Cameroun, éliminée lors de la phase de poule et sur une non-qualification traumatisante pour le mondial Qatar 2022. La 2e CAN de l'Algérie, gagnée en 2019 avec déjà Riyad Mahrez en tête d'affiche, permet quand même d'espérer un meilleur parcours pour la CAN ivoirienne. Chez les outsiders, le Burkina Faso tient la corde. Finaliste en 2013, 3e en 2017, 4e au Cameroun, les étalons sont une valeur sûre dans le rôle de trouble-fête. Ils vont jouer leur 13e CAN chez leurs voisins ivoiriens. Autre outsider, les Aigles du Mali. Également, la Tunisie avec son record de participation consécutive, 16. Les Aigles de Carthage espèrent regagner une CAN depuis 2004 et leur titre remporté à domicile. La République démocratique du Congo et ses 2 titres, dont le dernier date de 1974, les Léopards sont de retour pour une 20e participation après avoir manqué la CAN au Cameroun. La Zambie, vainqueur en 2012, l'Afrique du Sud, elle aussi, est de retour avec un entraîneur qui a déjà gagné en 2017 avec le Cameroun, Hugo Bross. Mais la victoire de 1996 semble difficile à rééditer. Dans la peau de Petit Pousset, on retrouve la Gambie, surprenante quart de finaliste pour son baptême du feu au Cameroun. Le Cap-Vert, 8e de finaliste en 2022. La Guinée, la Guinée-Bissau, l'Angola, la Mauritanie, la Namibie et les Taifa Stars de la Tanzanie. Tout ce beau monde connaîtra ses adversaires pour la CAN le 12 octobre prochain à l'issue du tirage au sort. Les groupes donneront une tendance, même si c'est sur le terrain que s'écriront le destin des 24 nations.
Raphaël, c'est du lourd, du très lourd dans cette CAN ivoirienne, une CAN très ouverte. Hein? Oui, comme la CAN au Cameroun, hein, vous savez, la Côte d'Ivoire a tellement communiqué sur cette Coupe d'Afrique, elle est très attendue. On a comme l'impression que c'est une Coupe d'Afrique qui va être exceptionnelle. Beaucoup de pays voudraient la gagner. Et je pense que nous allons vivre un très grand moment de football. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que le Cameroun se prépare sérieusement parce que nous sommes très attendus. Moi, sachant bien à quel point le peuple ivoirien voudrait voir le Cameroun se noyer chez eux, je pense que nous devons travailler pour les démentir. Tiens, puisque nous parlons de cette CAN ivoirienne qui est très attendue, on repart du côté de Paris, donner la parole à un spécialiste du football africain. C'est M. Mansour Loum qui jette ce regard sur une CAN qui s'annonce très ouverte. Mansour Loum qui sera avec nous dès le 9 janvier du côté d'Abidjan pour le tirage au sort. C'est un tirage au sort qui va donner les premières indications et les premières tendances de cette CAN 2023 irrespirable. Rapidement, Michel, un mot sur cette CAN très très ouverte avec 8 favoris sur le pont. C'est du jamais vu. Mais bien sûr, ça a été ouvert. On a ouvert ça à plein de clubs, donc ce sera âprement disputé. Mais ne vous fiez pas, hein, tout le monde va se préparer. Moi, j'ai dit que ce sera une CAN très ouverte. Donc on ne se fie pas de penser qu'avec le nom tout court, on va gagner. Ce sera âprement disputé. Et les petites nations, entre guillemets, que l'on met là, vont se préparer et se battre. Moi, je suis sûr que ce sera une très très grande CAN. Il y aura des très 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 beaux matchs. Alors, vivement qu'on se prépare bien et que l'on fasse ce qu'il faut faire là-bas. On parle de CAN très ouverte parce qu'une belle brochette d'artistes sont attendus dans cette CAN ivoirienne. Revue de cette tête d'affiche de la CAN ivoirienne avec Nestor Kamga. Les pharaons d'Égypte seront aussi en Côte d'Ivoire avec parmi eux Mohamed Salah, encore en bonne forme. Il a participé à 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, en 2019 et en 2021 avec l'Égypte, finaliste à 2 reprises. L'attaquant de Liverpool en Angleterre nourrit toujours l'ambition de soulever le trophée de la CAN. Belaïli, Mahrez près du ballon, le chrono est sans équivoque, c'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper, le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Un autre joueur à suivre, c'est Riyad Mahrez. L'attaquant des Fennecs d'Algérie, principal artisan du sacre de 2019, est encore en jambes et pourra bien faire trembler les filets en Côte d'Ivoire. Achraf Hakimi, 24 ans et auteur de 8 buts en 65 sélections avec le Maroc, sera aussi de la partie. Il est le premier joueur à marquer 2 buts sur coup franc direct en une seule édition de la CAN depuis 2008. Victor Osimhen pourra aussi faire partie de l'effectif du Nigeria à la CAN ivoirienne. Il bouge beaucoup dans la surface de réparation. La preuve, Victor Osimhen est auteur de 20 buts en 27 sélections avec le Nigeria depuis 2017. On va devoir accélérer, monsieur, parce que nous sommes pris par des contraintes de temps. On va être galant et parler également du football féminin. Il y a cette grande rencontre qui nous attend vendredi prochain du côté du stade de la Réunification. C'est à Bepanda où les Lions indomptables affrontent les homologues kenyans vendredi prochain à Douala et 4 jours plus tard à Nairobi dans le cadre de la première journée. Baptême de feu pour le nouveau sélectionneur Jean-Baptiste Bissek qui devra confirmer la suprématie du Cameroun sur le Kenya. Le bilan des confrontations est largement en faveur des Lions indomptables, comme on le voit dans ce sujet que signe Gaël Abega. Qualifiée pour la première fois à une étape finale de Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, l'équipe nationale du Kenya veut faire bonne impression dans cette CAN, Cameroun 2016. Les Lions indomptables et les Arabes Starlets se mettent d'accord pour jauger leur niveau de préparation avant l'entame de la compétition. Le 22 octobre 2016 au Kenya, le Cameroun tire son épingle du jeu, 1-0 à l'issue de cette première rencontre de préparation. 2 semaines plus tard, au stade Amadou Ahidjo, la bande à Edjangue Siliki s'impose une fois de plus, 2-1, score final.
Bien avant ces matchs amicaux, le Cameroun et le Kenya ont disputé 2 autres rencontres. En 2006, pour le compte des qualificatifs du championnat d'Afrique des nations de football, victoire des Lions indomptables en aller et retour, 4-1 et 5-0, score de ces matchs. Cameroun-Kenya, c'est 4 rencontres jouées, 4 succès camerounais pour 12 buts inscrits côté Lyon et 1 côté Arabie Starlet. Pour cette 5e rencontre, cette fois-ci, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2024, ce sera une équipe kenyane plus convaincante sur le terrain qui affrontera le Cameroun ce 22 septembre. La quasi-totalité des Arabie Starlet sélectionnés pour ce match sont issus des formations locales, entre autres la gardienne de but Valentine Kawak, les défenseurs Juliette Anzibo, la vendeur Antieno, Kinter Owiti et les attaquants Puriti Alukwe. Toute société de Kenya Police Bullet FC pourrait arracher leur toute première victoire face au Cameroun. Elle est là, cette musique qui nous fait frissonner. Et c'est reparti pour les shows de soirée dans les arènes du vieux continent avec la Champions League UEFA dans la phase des groupes de buts ce mardi. La course à la sussection de Manchester City est ouverte. Et Robert Badjek nous présente des affiches de cette première journée, dont un certain Paris Saint-Germain-Dortmund au Parc des Princes.